Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre avec Christophe Ondelat dans le cadre des Assises du journalisme de Tours 2025. Pour cette 18e édition, le thème central, ce sont donc les faits divers. Et qui de mieux pour en parler que Christophe Ondelat, présentateur d'Ondelat raconte sur Europe 1 et Canal+. Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Christophe Ondelat. Merci. Et merci à vous. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Alors, je suis un peu rassuré parce que je vais sortir pas mal de collégiens. Je me suis dit, aïe, 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 vu l'histoire que j'ai décidé de vous raconter, j'espère qu'ils seront un peu plus vieux. Mais je vois quand même quelques jeunes. Bon, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts à encaisser une histoire vraie. C'est une histoire que j'ai déjà racontée, bien entendu. J'en ai raconté 1500 en podcast et à la radio. Et actuellement, j'ai une collection de 2 saisons, soit de 20 histoires sur Canal+. Et celle-là, elle est sur Canal, et évidemment dans mes podcasts. J'ai coutume de dire que si on écarte la maladie mentale, qui est un gros moteur du crime, les gens tuent pour 2 raisons. Alors, la première raison, c'est l'argent. Pour prendre de l'argent, pour essayer de détourner un héritage, pour toucher une assurance décès, etc. Deuxième motif, moi je le résume souvent comme ça, pardon, le cul. Alors, le sexe, l'amour, moi je résume ça sous le mot le cul. L'argent, le cul, la maladie mentale. Et je vous ai trouvé là une histoire qui n'entre dans aucune de ces catégories. C'est presque une exception sur les centaines et centaines d'histoires criminelles que j'ai pu raconter. Celle-là est vraiment à part. On est en mai 2016, donc c'est pas très ancien comme histoire. Vous êtes gamin à l'époque, à Toulouse. Et on a un homme qui se balade sur le bord du canal du Midi, qui est un très joli endroit au cœur de Toulouse. C'est un lieu où les gens vont faire des promenades. Et tout d'un coup, flottant dans le canal, il voit une jambe. Une jambe qui porte une chaussette, mais uniquement la jambe. Naturellement, il appelle les policiers. Les policiers arrivent. Ils retirent la jambe de l'eau. La chaussette est de taille 35-36 et la jambe est épilée, ce qui indique qu'il s'agit probablement et même sûrement d'une femme. Quoi qu'il arrive que des hommes se fassent épiler, mais c'est quand même assez rare. Le découpage de la jambe est chirurgical. Ça a été coupé très soigneusement. Alors ils se disent, il doit y avoir les autres morceaux quelque part, donc les policiers fouillent le canal et ils trouvent un bras, le bras gauche, ce jour-là. Ils reprennent les recherches le lendemain sur la longueur du canal, puisque l'eau a pu entraîner les morceaux plus loin, et le lendemain ils trouvent le bras droit. Et puis dans les broussailles, il voit une valise à roulettes. Il l'ouvre, à l'intérieur, il y a le tronc. Il manque la jambe gauche, la jambe droite, pardon, et surtout, il manque la tête. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais voir vos têtes, mais il manque la tête. Et donc, assez naturellement, tout ça est regroupé et soumis au médecin légiste. De toute évidence, la découpe a été faite avec une scie à métaux. Nous avons trouvé un minuscule fragment métallique dans le bras droit. Je dois vous dire que l'auteur du démembrement n'est pas un expert en bricolage, parce qu'on a de nombreux faux départs de la scie à métaux.
Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur l'existence de deux plaies. L'une sur la face intérieure du bras gauche et l'autre sur la face intérieure du bras droit. Ce sont deux plaies qui ressemblent à une tentative de suicide. Quelqu'un qui se serait donc tailladé les veines. Sauf que, pardon, mais ça n'est pas le cas. J'imite le médecin légiste, là, vous en avez conscience. Ces deux plaies ont été réalisées post-mortem, c'est-à-dire quand la personne était déjà morte. Et donc, je suis en mesure de vous dire que cette dame, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne s'est pas suicidée, mais qu'on a voulu nous faire croire qu'elle s'était suicidée. Là, vous avez tous les éléments. Alors, qui est cette femme? On a des bouts de corps, on n'a pas de papier d'identité, et on n'a pas la tête, qui en général est une des techniques pour identifier un cadavre. Mais on est en 2016, et on a l'ADN, c'est-à-dire la génétique. Et donc, on prélève un bout de chair de cette dame, on identifie son profil ADN, et on l'entre dans un fichier qui s'appelle le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Dans ce fichier, il y a le nom de toutes les personnes qui ont été condamnées, le profil génétique de toutes les personnes qui ont été condamnées, le profil génétique de toutes les personnes qui ont été soupçonnées, qui ont été amenées à témoigner, et de celles qui font l'objet d'enquêtes. Et quand on rentre l'ADN de cette dame dans le fichier, ça fait ting tout de suite. Elle est donc au fichier. Il s'agit d'une femme de 52 ans qui s'appelle Marilyn Planche. Et elle est au fichier parce qu'elle a disparu il y a 15 jours et que sa sœur est venue signaler sa disparition à la police. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle une petite enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République qui a demandé qu'on identifie l'ADN de cette femme disparue. Alors l'ADN, on en a tous, partout. Hein. C'est des pellicules qui tombent de nos cheveux. Évidemment, c'est n'importe quel des morceaux de notre corps. Et là où l'ADN est un fourbe, c'est dans les cheveux. Le moindre cheveu, aujourd'hui, contient notre ADN. Et donc, on est allé chez cette dame disparue, en enquête préliminaire, et sur sa broche à cheveux, on a retiré des cheveux qui ont permis de sortir l'identité ADN de cette femme, et on l'a fait entrer au fichier. Et donc cette dame qu'on a retrouvée en morceaux s'appelle Marilyn Planche. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, bien avant qu'on ne découvre son cadavre, sa sœur a montré aux policiers un drôle de SMS. C'est un SMS que cette femme aurait envoyé à sa mère. Un SMS qui disait « Je suis parti jusqu'à vendredi à la campagne, pas de réseau là où je suis, je t'appelle quand je rentre, bisous ». Et la sœur, elle l'a dit aux policiers au moment de la disparition, elle a été très troublée par ce SMS pour plein de raisons. D'abord, il est bourré de fautes d'orthographe. Et sa sœur ne faisait pas de fautes d'orthographe. En deuxième lieu, elle s'adresse à sa mère en lui disant « Reine », qui est un prénom, peu usité, mais c'est un prénom. Or, Marilyn Planche n'appelait pas sa mère « Reine », dans aucun SMS, elle l'appelait « Maman ». Et dernière chose, elle ne disait jamais « bisous » à la fin d'un SMS. Elle disait « bise ». Et donc, au moment de la disparition, la sœur a dit aux policiers, c'est bizarre, elle a disparu, elle a reçu un SMS, ma mère a reçu un SMS de sa part. C'est pas elle qui l'a écrit, ce SMS. Et puis, les policiers sont allés chez elle pour prélever les cheveux sans la broche à cheveux, et ils sont tombés sur une voisine qui leur a raconté une drôle de scène.
la voisine leur dit ceci. Je rentrais chez moi, et puis j'ai vu Madame Planche, elle était sur le palier de son appartement. Elle était en t-shirt et elle était en culotte. Et elle criait. Et elle disait au secours, au secours. Et on voyait, elle voulait aller vers l'ascenseur. Elle voulait s'enfuir. Et puis, il y a une dame qui était là, qui l'a tirée et qui l'a ramenée dans l'appartement. Effectivement, c'est une scène étrange. Et maintenant qu'on a trouvé les morceaux de cette femme dans le canal du Midi, on a deux éléments. Un SMS qui dit que c'est pas elle qui l'a envoyé, que donc quelqu'un a utilisé son portable pour envoyer ce SMS. Et on a cette scène qui semble indiquer que c'est hypothétiquement une femme qui l'a tué. Les policiers, donc, attaquent leur enquête après la découverte du corps démembré en se renseignant sur cette femme. Et ce que je voudrais vous dire, parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette histoire, c'est que cette femme, moi, elle me touche beaucoup. Voilà. Et elle me touche beaucoup parce que c'est une femme un peu forte, pas très jolie, qui n'a pas vraiment d'amis, qui n'a pas de mec, qui n'a jamais eu de mec, et qui donc n'a pas d'enfant. C'est une femme qui vit très seule. Elle est un peu amie avec le concierge, c'est-à-dire que quand elle lui fait une tarte aux pommes, elle lui en porte une part. Bref, c'est une femme manifestement un peu abîmée par la vie, qui a totalement transféré son énergie sur son métier. Cette femme qui est morte et qui s'appelait Marilyn Planche, elle était conseillère à l'AGFIP. L'AGFIP, c'est une association parapublique qui s'occupe de l'insertion des handicapés. Et donc, cette femme vouait sa vie à ce métier. Et elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas d'amants, elle n'avait pas d'enfants, mais elle s'éclatait dans la vie en aidant les handicapés dans leur insertion. Elle s'éclatait tellement qu'elle dépassait largement les horaires de travail, qu'elle ramenait des dossiers chez elle pour travailler chez elle, par exemple, le week-end. Bref, c'est une femme qui me touche, moi. Et puis je suis sûr qu'elle vous touche aussi un peu, parce que, voilà, des gens comme ça, qui savent convertir leur malheur en bonheur pour les autres, sont des gens formidables. Et donc, que font les flics ? Ils vont là où elle bosse, à l'AGFIP. Et ils découvrent que Marilyn, ces derniers temps, avait accueilli dans son service une collègue qu'elle n'aimait pas. Une collègue qui s'appelle Sophie Massala. Elle ne l'aimait pas et elle l'affichait au placard. C'est-à-dire qu'elle s'occupait de l'insertion des handicapés et toi, tu t'occupes de classer les papiers, de faire les photocopies. Hein, mais l'essentiel des boulots, c'est moi qui le fais. Et il rencontre notamment un délégué syndical qui raconte que cette Sophie Massala, excédée par cette collègue qui ne l'aimait pas, est allée se plaindre au syndicat et l'a dénoncée en disant qu'elle travaillait très mal, qu'elle n'avait aucun recul sur ses dossiers et que par ailleurs elle amenait des dossiers confidentiels chez elle. Donc, on a un conflit professionnel. Et cette Sophie Massala rentre assez vite dans le viseur des policiers. Après, les policiers font des choses assez courantes dans une enquête de police. Compte bancaire. Est-ce que cette femme qui a disparu 15 jours avant qu'on ne retrouve des morceaux de son corps dans le canal, a utilisé sa carte bancaire dans l'intervalle? La réponse est oui. Ce qui peut vouloir dire qu'elle n'a pas été tuée tout de suite, mais en vérité, Marilyn Planche ne retirait
toujours que la même somme au distributeur. Quand elle retirait de l'argent au distributeur, elle retirait toujours 300 euros. Pas plus, pas moins. Et j'ai retenu ce détail parce que moi, c'est pareil. Je veux dire, on ne me trouvera pas sur mon compte en banque un endroit où je vais retirer 500 ou 150. Je prends 300 et c'est toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi. Elle était comme moi. Et surtout, cette femme... Et donc, on observe sur le relevé bancaire qu'il y a eu une tentative de retirer 1000 euros, qui semble indiquer que ce n'est pas elle qui a voulu retirer cet argent. Son compte était plafonné, elle n'a pas pu retirer les 1000 euros. En revanche, la personne qui avait cette carte a pu retirer 300 euros, qui était donc... Mais pas dans un distributeur qu'utilisait Marilyn. Marilyn, elle utilisait toujours le même distributeur, pas loin de chez elle. Elle allait au même distributeur, elle retirait toujours 300 euros, jamais 1000, et jamais dans un autre distributeur. On peut donc penser que la personne qui l'a tué lui a volé sa carte, lui a extorqué ses codes et a retiré de l'argent à sa place. Donc on a là un petit motif financier. Ensuite, dans la liste de trucs que les policiers font toujours dans une enquête, il y a le téléphone. Où était Marilyn Planche pendant les 15 jours de sa disparition? La veille du jour où elle est disparue, elle est chez elle à Toulouse. Son téléphone la situe dans son appartement à Toulouse. Mais dès le lendemain, elle fait 250 km pour aller à Montpellier. Elle reste 3 jours à Montpellier. Elle revient à Toulouse, chez elle. Et 2 jours plus tard, le téléphone cesse d'émettre. Et comme les policiers ont déjà dans le viseur cette Sophie Massala, ils se disent, tiens, voyons, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait ces derniers temps? Voyons son portable. Eh bien, elle a fait très exactement la même chose. Elle est allée à Montpellier 3 jours, et puis elle est revenue à Toulouse, et quand on pose les trajets des 2 téléphones portables, ils sont à 1 mètre l'un de l'autre pendant cet aller-retour à Montpellier. Et Sophie Massala habite à Montpellier. Elle travaille à Toulouse, elle a un studio, elle vient à Toulouse travailler, mais tous les week-ends, elle rentre chez elle à Montpellier où son mari et ses enfants. Et donc, les soupçons sont de plus en plus importants à son égard, et elle est arrêtée à sa descente d'avion alors qu'elle rentre d'une réunion de travail à Paris. Bonjour madame, vous êtes Sophie Massala? Oui, oui, oui. Je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placée en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable. Et dans un premier temps, nous allons procéder à la perquisition de votre appartement. Et donc, on va chez elle, et chez elle, les policiers trouvent la carte bancaire de Marilyn Planche. Chez elle, dans le sac à main de Sophie Massala, chez elle, on trouve le sac à main de Marilyn Planche. Et chez elle, sous son lit, sous le matelas, on trouve une scie à métaux. Ce qui permet de dire à cet instant-là, nous avons en face de nous la femme qui a tué Marilyn Planche et qui l'a découpée. Enfin, on est vraiment sûr qu'elle l'a découpée quand on utilise un produit qui s'appelle le Blue Star. C'est comme une bouteille comme ça avec une poignée. On en pulvérise partout chez elle, et notamment dans la salle de bain. On éteint les lumières et on éclaire avec une lumière bleue. Et ce produit a une capacité à révéler les taches de sang. Et quand on allume la lumière bleue, il y a du sang partout. Partout. Et vous devez savoir que ce produit, le Blue Star, va révéler des taches de sang, y compris si vous avez passé 2 heures avec de l'Ajax à récurer pour effacer le sang.
Enfin, j'ai connu une histoire où quelqu'un était arrivé à effacer totalement les taches de sang. Mais c'est extrêmement rare. Donc, chez elle, elle a été tuée. Et chez elle, probablement, elle a été découpée en morceaux. La garde à vue se poursuit, passez la perquisition, asseyez-vous, madame, nom, prénom, âge, adresse, l'interrogatoire débute. Et voilà la version que Sophie Massala sert d'entrée aux policiers. Oh, elle était amoureuse de moi. C'était extrêmement gênant, vous comprenez. Elle me harcelait. C'était du harcèlement sexuel. Elle me relançait. Tenez, regardez mon portable. Elle m'a envoyé un SMS dans lequel elle me dit « Je t'aime, regardez ». C'est écrit. Et c'est écrit. Alors, un jour, je suis allé chez elle pour mettre tout ça au clair, pour lui dire « Arrête, Marilyn, je ne supporte plus ça ». Et là, elle s'est jetée sur moi, j'ai attrapé une bouteille, je l'ai tapée dessus. Elle est tombée, après je l'ai frappée au visage, je lui ai donné des coups de pied. Ça m'a fait du bien de la frapper. Parce que quand même, elle le méritait. Les phrases que je vous donne là sont des vraies phrases tirées du procès verbal. Et le policier lui dit « Mais quand vous êtes partie, madame, de cet appartement, elle était vivante ?»« Ah oui, elle était vivante. Mais je suis revenu dans l'après-midi et je l'ai trouvée pas là où je l'avais laissée, par terre, en sang. Je l'ai trouvée sur son lit, les bras bien alignés contre son corps. Elle avait 2 entailles au poignet, une au poignet gauche et l'autre au poignet droit. Et elle s'était suicidée. Et vous, normalement, si vous avez suivi le début de mon histoire, vous savez que le médecin légiste a dit que... Bref. Et là, elle raconte que, bien qu'elle ne soit pas responsable de la mort de cette femme, qu'elle avait battue mais laissée vivante, et que cette femme, désespérée que son amoureuse soit venue rompre, s'est suicidée. Et elle dit, j'ai eu peur qu'on m'accuse de son meurtre. Comme elle était très grosse, je ne pouvais pas la transporter, je ne pouvais pas cacher le cadavre. Et donc, je l'ai découpée. Et elle raconte, tenez-vous bien, qu'elle a découpé le cadavre de Marilyn pendant 8 heures. Pendant 8 heures, cette femme, méthodiquement, avec une scie à métaux, a découpé le cadavre de cette femme. Et on lui dit, où est la tête? Elle dit, la tête. Quand même, j'ai voulu être correct. Je l'ai enterrée sous mon balcon, dans un parterre de fleurs. Quand même, hein. Une forme de générosité, cette dame-là. Et après, elle raconte qu'elle a mis tous les petits morceaux dans des sacs poubelles et qu'elle a mis le tronc dans une valise à roulettes. Et qu'elle a transporté tout ça vers le canal du Midi, donc la valise à roulettes et les sacs poubelles entassés sur un caddie avec lequel vous allez faire vos courses, et qu'elle a marché 4 heures. 8 heures pour découper le cadavre et 4 heures pour transporter le corps jusqu'au canal du Midi où elle a jeté les morceaux. À ce stade de l'enquête, ce que dit Sophie Massala, c'est qu'elle a frappé Marilyn Planche, mais elle l'a frappée parce que l'autre s'était jeté sur elle. Elle n'a fait que se défendre, même si elle dit « ça m'a soulagé de la frapper ». Mais c'est important parce que ça change la nature du crime. Et donc, à ce stade, elle dit ça. Bon, une garde à vue, on n'interroge pas les gens pendant 24 heures.
d'affilée, même si on joue un peu toujours sur la fatigue pour essayer d'obtenir des aveux, mais bon. Ce que j'adore, c'est que lui, il dort comme un bienheureux. Mes histoires le font dormir. Vous savez que c'est pas le seul. Il y a des tas de gens qui s'endorment en écoutant mes histoires le soir. Coucou. Les copains morts de rire à côté. Là, on la ramène en cellule. Une cellule de garde à vue, c'est un morceau de béton avec un oreiller, un urinoir et un robinet pour boire. Et puis le lendemain matin, les policiers la ressortent et la réinterrogent. Et elle finit par reconnaître que c'est elle qui a mis en scène le suicide, que c'est elle qui a tailladé les veines post-mortem, comme l'avait déjà relevé le médecin légiste. Et donc, elle reconnaît que le suicide n'a pas eu lieu. Mais on est toujours sur la même idée qu'au départ, c'est Marilyn qui se jette sur elle et que donc elle ne fait que réagir. On a récupéré la tête, on la donne au médecin légiste, et ce que dit le médecin légiste est très étonnant. Le médecin légiste dit qu'elle a reçu des coups sur la tête d'une grande violence. Chacun des coups portés ont généré un traumatisme crânien. Chacun des coups pouvait la tuer. Vous voyez la violence des coups portés. Mais le légiste dit c'est pas ça qui l'a tué. Son os hyoïde est cassé. Alors l'os hyoïde, c'est un peu comme les boules, vous voyez, c'est juste au-dessus. Si vous allez là, vous pouvez le faire, cherchez-le, il est juste là derrière, l'os hyoïde. Et le légiste en conclut qu'elle a été étranglée. Frappée à mort, plusieurs fois, chaque coup pouvant la tuer, mais en vérité morte d'un étranglement. Et donc on a affaire à une femme qui entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les psychopathes. Parce que pendant tout son interrogatoire, à aucun moment elle ne semble avoir des regrets. Jamais elle dit j'ai été terrible, j'ai été monstrueuse, j'aurais pas dû faire ça. Elle parle des choses avec beaucoup de froideur, sans émotion. Et de toute façon, l'idée même qu'après avoir tué cette femme, elle a découpé pendant 8 heures son cadavre à la scie à métaux, puis marché 4 heures jusqu'au canal pour verser les morceaux dans le canal, indique qu'on a une femme qui est un peu vide au niveau du cœur, qui est psychopathe. Psychopathe, ça veut dire qu'on n'a pas d'empathie pour les gens qu'on tue. On les tue avec froideur, on n'a pas de regret non plus, on n'a pas de remords. Et cette femme entre dans cette catégorie. Alors la psychopathie est une maladie mentale, mais c'est pas une maladie dont on hérite. Vous voyez, il y a plein de maladies mentales dont malheureusement on hérite. La schizophrénie en fait partie, les troubles bipolaires en font partie, la dépression chronique, c'est quelque chose qu'on hérite de sa maman, de son papa, de sa grand-mère. Ça saute des générations, mais c'est souvent génétique. Mais la psychopathie, c'est pas génétique. Et c'est là que ça devient intéressant. 100% des psychopathes ont eu une enfance pourrie. Et c'est de cette enfance pourrie que naît une personne qui va être capable de tuer sans affect et sans regret. Et cette femme a eu une enfance pourrie. Et ça, on le sait par un monsieur ou une dame, je ne sais pas ce que c'était, qui exerce le métier d'enquêteur de personnalité. Le juge va demander à l'enquêteur de personnalité de raconter l'histoire de cette femme en enquêtant auprès des gens, de sa famille, de son entourage, de ses amis, etc. Et on découvre par exemple, première chose, que son père s'est suicidé quand elle avait 10 ans. Sacré traumatisme.
et que sa mère s'est recasée dès le lendemain avec un autre homme, lequel autre homme a demandé à tous les enfants, dont Sophie Massala, de l'appeler papa dès le lendemain de la mort de son père. C'est comme ça que se fabriquent les psychopathes. Ce sont des adultes qui n'ont pas eu la chance dans leur enfance d'être aimés. Tout simplement d'être aimés. Et je voudrais donner maintenant la parole à l'expert psychiatre. Voici ce qu'il dit. C'est une femme qui a toujours voulu être aimée, mais elle ne pouvait pas l'être. Elle souffrait de ce qu'on pouvait appeler une addiction à l'affection. Et dès lors, on peut penser que le mépris qu'avait pour elle Madame Planche a déclenché sa décision de l'éliminer. Je pense en vérité que Sophie Massala ne peut pas devenir amie avec quelqu'un. Je pense que si elle ne peut pas devenir amie avec quelqu'un, alors elle en fait aussitôt son ennemi. Et que probablement elle ne sait pas faire autrement. On est ami avec elle, ou on est son ennemi. Alors j'entends bien que jusque-là, elle n'avait jamais tué quelqu'un qui ne voulait pas être son ami. Elle a sans doute connu d'autres frustrations en matière affective, mais elle a tenu parce que elle avait un mental de mythomane, des petits arrangements avec la réalité qui lui permettaient de se construire avec plus de dignité qu'elle n'en avait réellement. Et probablement que Marilyn Planche ne lui a pas laissé mettre en place l'illusion qu'elle était son amie, alors que les autres avant l'avaient fait. Voilà donc le petit moteur de ce crime. Un manque d'amour dans l'enfance qui se traduit par un manque d'amour à l'âge adulte, par le besoin d'amour. Et quand on tombe sur Marilyn Planche, qui n'était pas diplomate, qui n'était pas accueillante, qui était... Voilà. C'était pas son amie, elle l'a tué. Le procès a lieu en octobre 2019 devant la cour d'assises de Montpellier. Je vous rappelle que le scénario qu'elle a avoué est le suivant. Elle s'est jetée sur moi. Je n'ai fait que réagir. Je lui ai donné des coups sur la tête, d'abord avec une bouteille, puis des coups de pied, puis je l'ai étranglée, puis j'ai découpé son corps en morceaux. Voilà le scénario des aveux tel qu'il arrive dans le dossier d'instruction à la cour d'assises. Elle a pris un avocat. Et contrairement à ce qu'on pense, l'avocat n'est pas là pour défendre l'invraisemblable. Enfin, vous voyez, cet avocat aller défendre l'idée que cette femme qui a commis de telles horreurs, en vérité, n'est qu'une victime de Marilyn, qui s'est jetée sur elle. Et donc, il va voir Sophie Massala et lui dit « Madame, dites la vérité. » Vous connaissez peut-être le proverbe « faut avouer à moitié pardonner ». On a toujours intérêt devant une cour d'assises, devant des policiers, à dire la vérité quand elle est évidente. Le refus de dire la vérité aggrave votre cas devant la cour d'assises. Et donc Marilyn Planche, devant la cour d'assises, reconnaît qu'elle l'a frappée la première. Elle reconnaît aussi que le harcèlement sexuel était faux, que c'est elle qui a envoyé le message que Marilyn n'était pas amoureuse d'elle et qu'elle a menti depuis le début. Le procès dure 4 jours et à la fin, on a le réquisitoire de l'avocat général, qui est le monsieur qui représente la société dans un procès d'assises, et qui dit ceci: cette femme est envieuse, elle est perverse, elle est manipulatrice, elle a commis un acte parfaitement inhumain en démembrant sa collègue avec la plus grande froideur. Elle est dangereuse. Je vous demande de la condamner
à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est la peine encourue pour assassinat. Si vous avez tué sans préméditation, vous risquez 30 ans. Si vous avez tué avec préméditation, si c'est un assassinat, alors vous encourez la perpétuité. Les jurés se retirent pour délibérer, ça ne dure pas longtemps. Et en général, quand ça ne dure pas longtemps, c'est pas bon signe pour l'accusé. Et il condamne Sophie Massala à la peine de 27 années de réclusion criminelle. Et elle décide de ne pas faire appel, parce que 27 années, elle s'en sort bien. Assez logiquement, elle risquait la perpétuité. 27 au lieu de la perpétuité, l'air de rien, ça fait une différence, parce que la perpétuité, en gros, c'est la même chose que 30 ans. On est libérable au bout de 15 ans. On peut formuler une demande de libération conditionnelle au bout de 15 ans. 27, c'est moins. On peut être libéré au bout de 13 ans, 12 ans, 11 ans peut-être, 10 ans, si on se tient très très bien en prison. Et donc, ça change tout. Elle fait pas appel, elle est d'une prudence de Sioux, elle accepte sa peine. Et donc, on a un cas quasiment unique dans l'histoire du crime d'une femme qui tue pour un tout petit motif. Une femme, parce que cette femme ne l'aime pas. Pas parce qu'elle lui fait du mal, pas parce qu'elle lui a volé de l'argent, pas parce que... Non, juste parce qu'elle ne l'aime pas. Voilà comment se termine cette histoire. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur l'histoire ou sur autre chose, si vous voulez. D'abord, merci beaucoup pour cette histoire. Peut-être des questions dans la salle sur l'histoire ou sur le métier de Christophe. Ici, au premier rang, le micro va arriver. Oh, vas-y avec la voix. Oui, ça peut aussi. Je suis pas un spécialiste, hein. Donc quand même, la sociopathie, c'est pas aimer la compagnie des autres. Voilà, l'incapacité à se mouvoir en société. La psychopathie, c'est la capacité à avoir des sentiments quand on fait du mal aux gens. Voilà, c'est pas ma spécialité. En revanche, ma spécialité, c'est que je peux vous dire que 100% des psychopathes se fabriquent dans l'enfance. C'est une fabrication sociale. Pour les avocats, c'est pain béni. Ça sert à rien d'aller expliquer, vous voyez, il a découpé cette femme en morceaux, mais elle a souffert quand elle était jeune. On est compte, son papa s'est suicidé à 10 ans et sa maman s'est recasée dès le lendemain avec un type qui a exigé que les enfants l'appellent papa. C'est pas avec ça qu'il va obtenir 15 ans de condamnation au lieu de perpétuité. Mais quand même, c'est important au moins de le dire. Le boulot des avocats, quand ils ont des clients psychopathes, c'est de rappeler que ce sont des fabrications sociales. Voilà, des fabrications humaines. Et que quelque part, quelqu'un au bout est responsable de ce que cette femme est devenue. Et que probablement, par ailleurs, son père s'étant suicidé, était atteint de pathologies suicidaires, et dont elle a peut-être aussi hérité une fragilité, etc. Donc, voilà. À part ça, je ne suis pas psychiatre, je tiens à le dire. Au cas où il y en aurait dans la salle. Alors, c'est à raconter en faisant les voix, en faisant... Bon, là, j'ai fait un peu, mais si vous avez écouté mes histoires, ou si vous allez les écouter en podcast en sortant, vous verrez que je fais ça plus. Au départ, j'aimais pas le fait divers. Vous savez, un journaliste, quand il sort d'école de journalisme, il veut faire de la politique étrangère, ou de la culture. Ça, c'est fait divers. Je travaillais dans une radio locale, pas très loin d'ici, à Châteauroux, et un jour, mon chef me dit, il y a un gamin qui a tué son père en manipulant son fusil de chasse. Va voir les parents. Je me souviens très bien, il y avait une longue allée comme ça au milieu des champs, puis la ferme était au fond. Et ma voiture de Radio France Berry Sud, j'avançais vers la ferme.
Je me dis, mais je peux pas aller voir ces gens. Je veux dire, je peux pas. Et je suis tout jeune, j'ai 24 ans, 25 ans. J'ai fait demi-tour et j'ai dit à Moritchev, il m'a envoyé bouler, il voulait pas me parler. Et après, quand j'étais reporter à France Info et puis à France Inter, dès qu'il y avait un sujet fait dit, je me cachais. Puis en 2000, on me dit, France 2 veut te voir. Ils ont un programme de faits divers. Et enfin, en 99, ils ont un programme de faits divers. Ils voudraient te le confier. La première fois qu'on me proposait de faire de la télé, j'ai dit oui, mais en me disant, dommage que ça soit pas de la culture, la politique étrangère. Et donc au début, j'y vais en me pinçant le nez, puis petit à petit, je maîtrise la matière, je commence à comprendre qu'elle est en fait très intéressante et que j'avais tort. Que l'idée que je me faisais de la matière était fausse. Et donc je fais 12 ans de présentation de Faites entrer l'accusé sur France 2, 150 histoires criminelles. Et plus le temps passe, plus je suis à l'aise avec la matière. Et quand Europe 1 me propose de raconter des histoires criminelles, cette fois-ci à la radio, en 2016, je veux dire, je suis tellement plus à l'aise avec la matière que je me sens capable de jouer un peu avec la matière. Pourquoi je joue un peu avec la matière? Parce que ça, c'est un truc un peu... Ça se dit pas beaucoup, on peut pas avouer ça, mais c'est pas à la mode, mais... Moi, j'ai toujours eu des visées populaires. C'est-à-dire que je veux que ce que je fais soit écouté par un maximum de gens. Je fais 10 millions de podcasts aujourd'hui par mois. Pour moi, c'est un aboutissement. Je veux parler au plus simple des Français et au plus intello des Français. Les deux. Et donc, il faut trouver une manière de parler aux deux sans que l'intello bourgeois dise « Oh, il parle au petit peuple » et sans que la personne simple dise « Oh là là, c'est une histoire pour les intellos ». Voilà, j'essaye de parler aux deux. Parmi mes auditeurs haut de gamme, j'en avais une, à chaque fois que je la croisais, elle me disait « Je vous regarde tous les soirs ». Bernadette Chirac, la femme du président de la République. Donc, cet objectif était atteint. Et après, pour toucher tout le monde, faut accepter de mettre un peu les choses en scène. Donc oui, je mets un peu les choses en scène. Je l'assume totalement, parce que moi, ce qui m'importe, c'est que le fond soit vrai. Que le fond soit vrai. Que je ne raconte pas de bêtises. Et je vous confirme qu'en 25 ans d'affaires criminelles, je n'ai jamais été poursuivi ni condamné par la justice pour des affaires que j'ai racontées. Le seul procès que j'ai en cours en ce moment, mais qui, à mon avis, va pas donner grand-chose, c'est un monsieur qui est un tueur en série, qui a tué 4 personnes et qui me poursuit pour atteinte à sa dignité. Voilà. Alors, pour te dire la vérité, moi je fais Sciences Po à Bordeaux. Et je fais Sciences Po à Bordeaux dans l'idée de devenir magistrat ou commissaire de police. Et à l'époque, Sciences Po est la meilleure préparation pour ces concours-là. En général, il faut doubler un peu de droit. J'avais commencé à faire une première année de droit en parallèle, mais bon, c'était la bonne préparation. Je crois que ce qu'on appelle la culture générale comptait à l'époque pour 50% dans le concours d'entrée à magistrature. Et puis tout ça a lieu en 1981, tout ça c'est de l'histoire ancienne pour vous. Un président de la République qui s'appelle François Mitterrand est élu, il est socialiste, c'est la première fois depuis 1958 qu'un socialiste est au pouvoir, et parmi les choses qu'il a promises, il va autoriser les radios indépendantes, les radios locales indépendantes. Et se crée moi je suis de Bayonne, et dans ma ville à Bayonne se crée une radio locale. Je débarque un soir, je dis au directeur, j'aimerais bien faire de la radio. Il me dit pourquoi pas, on essaye. Voilà comment je suis parti dans le métier. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la boucle se boucle, mais ça, j'ai absolument pas réalisé. C'est après, je finis par faire un métier qui avait à voir avec mon idée de départ. Et d'ailleurs, j'ai failli
devenir magistrat plus tard quand j'étais reporter à France Inter. Le ministre de la Justice m'a dit « Mais je cherche des magistrats. Si vous êtes candidat, je vous prends. » J'ai hésité, j'y suis pas allé. Et ensuite, j'ai voulu devenir avocat, puisque le diplôme de sciences politiques, plus mon expérience en fait entrer l'accusé, me permettait de devenir avocat. Il fallait juste que je soutienne un mémoire de Master 2. Et je l'ai fait fabriquer par quelqu'un, le mémoire. Je peux raconter ça aujourd'hui, il y a prescription. Et le mec m'a dit, vous aurez mention bien. Le problème, c'est que j'ai lu le mémoire, je comprenais pas ce qu'il y avait écrit dans le mémoire. Donc je me voyais pas si on me posait des questions à l'oral de soutien. Et donc j'ai pas soutenu mon mémoire et je suis pas devenu avocat. Si j'avais été plus courageux ou plus menteur, je serais avocat aujourd'hui. Parle fort. Qu'aimez-vous le plus dans mon travail? L'écriture, d'abord. Alors, c'est beaucoup de travail. Je vous informe que, ayant écrit 1500 histoires à ce jour en podcast, chaque histoire faisant 22 500 signes, espace compris, j'ai écrit à ce jour 5 fois la Bible. 5 fois la Bible, en volume. Donc j'ai une petite lassitude de temps en temps. Mais ce que j'aime, c'est ça. Donc moi, ce que j'aime, toutes ces histoires, je les écris moi-même. J'ai des journalistes qui me font des enquêtes, qui me prémâchent le boulot, qui me donnent les éléments techniques, etc. Mais la partie écriture, c'est moi. Une histoire comme celle-là, si je l'avais écrite ça me prend en gros entre 6 et 8 heures d'écriture. Et j'aime ça. J'aime écrire pour l'oral. Parce que, ayant fait de la radio toute ma carrière, parce que j'étais journaliste avant, enfin classique, j'étais reporter, grand reporter, présentateur, j'ai fait le JT, j'étais à BFM, enfin oui, j'ai fait la totalité du parcours du journaliste classique. Mais ce que j'ai appris dans tout ça, c'est à écrire pour l'oral. Quelqu'un qui ne sait pas écrire pour l'oral ne peut pas faire de la radio, à mon avis. Il faut savoir écrire pour l'oral. Donc des phrases courtes, des mots simples, toujours dans cette visée populaire qui est d'être compris par les plus simples de nos auditeurs et pas considéré comme médiocre ou démago par les plus intellos de nos auditeurs. Donc c'est un travail, je l'ai formalisé. J'ai enseigné l'écriture à l'École supérieure de journalisme à Lille pendant des années. C'est mon dada. Donc ce qui me plaît dans ce métier, c'est écrire. Et la deuxième chose, c'est de rencontrer des acteurs directs. Donc, dans Faites entrer l'accusé, j'ai rencontré des dizaines de parents dont les enfants avaient été assassinés. J'ai rencontré des avocats, des juges, des policiers, des gendarmes, des experts, des psychiatres experts, etc. Donc, voilà, ça, c'est passionnant de rencontrer des acteurs directs. Et dans On te la raconte, je débriefe toutes mes histoires avec un acteur direct, souvent avec des avocats. Donc, ça fait partie aussi de mon plaisir d'interviewer et de rencontrer des avocats. Qu'est-ce que tu as commencé par quoi? Est-ce que je suis déjà allé sur le terrain concernant des mineurs? Non. Je raconte quelques histoires concernant les mineurs, mais c'est pas ma matière principale. J'avoue que je suis pas très porté sur les crimes à connotation sexuelle, par exemple. J'en raconte peu. J'ai envie de dire souvent par respect pour les victimes, ce qu'on appelle les parties civiles. Déjà, je fais un métier qui vient déranger quand même la quiétude des victimes, de leur famille. Quand une maman a vu sa petite fille violée et assassinée, elle n'est pas très contente quand je raconte son histoire à la télévision ou à la radio. Alors j'ai eu des états d'âme là-dessus pendant des années. Je me suis dit, c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais arrêter, etc. Et j'ai été sauvé par Internet, puisque maintenant, je ne suis plus le seul à maintenir la mémoire des crimes. Et au fond, c'est Google qui maintient la mémoire des crimes, donc je ne me sens pas en première ligne. Et je dis, ouf. Mais ça reste pour moi un sujet de préoccupation. Et concernant les mineurs, c'est très compliqué. Oui, j'ai raconté quelques histoires de mineurs, mais j'ai fait assez peu de terrain. Vous savez, moi, j'ai pas fait vraiment d'enquête. Je ne raconte que des histoires
jugé, avec une vérité à la fin. D'ailleurs, parce que je pense que c'est une bonne histoire. Une bonne histoire, elle a un début, un milieu et une fin. Si je vous raconte un crime qui n'est pas résolu, ben vous serez frustré de ne pas connaître la fin. Et le fait de ne pas connaître la fin, ça sera toi après, c'est bon, je peux baisser. Le fait de ne pas connaître la fin, ça laisse place à tous les fantasmes. Je déteste ça. Que les gens se fassent leur propre opinion d'un crime alors qu'ils n'ont pas lu le dossier d'instruction, qu'ils n'ont pas assisté au procès d'assises. L'avantage d'un procès jugé, c'est qu'il a une vérité, la personne a été condamnée, et la justice est passée, et elle est coupable. Voilà. Que des gens pensent qu'elle est innocente, ça les regarde, mais il faut bien que la justice passe. Et moi, je suis très, très, très légaliste en la matière. La vérité judiciaire, c'est mon dada. On vient me dire, oh oui, gna gna gna, mais c'est peut-être pas lui, c'est un autre, ok. T'as lu le dossier? Non. T'es assisté au procès? Non. Ta gueule. À toi. Ah, il faut parler fort, ça. Oh là, il va falloir répéter. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va entacher sur le métier de journaliste? Je l'utilise déjà un peu. Parce que je travaille aussi beaucoup sur des livres, des livres qui sont faits par des avocats, par des historiens. Je raconte des affaires criminelles. J'ai failli, parce que quand on m'a dit ça sera des lycéens, j'ai dit bon, peut-être pas leur raconter une histoire contemporaine, je vais leur raconter une histoire du XVIIIe siècle. Ça met les choses à distance. Donc je travaille beaucoup sur des livres aussi. Et le grand avantage, c'est qu'on fourgue le PDF du livre à ChatGPT, qui nous en fait un résumé. Ça nous évite d'avoir à lire le livre pour rien, si on n'a pas l'intention de... Et ensuite, j'ai un rêve, comme je suis vieux, c'est que je puisse continuer à raconter des histoires avec ma voix de quand j'étais jeune, tout en étant vieux. Et ça, c'est absolument faisable. C'est-à-dire que déjà, c'est faisable. Donc, j'ai des problèmes de voix aussi. Donc, j'ai été opéré plusieurs fois des cordes vocales. Et des fois, je me dis, un jour où je serai à nouveau opéré des cordes vocales et où je serai arrêté 1 mois ou 2 mois, je continuerai à écrire des textes et l'intelligence artificielle les racontera à ma place. Et voilà. Donc je me dis, je vais pouvoir gagner de l'argent jusqu'à ma mort sans travailler. Le but, quoi. Pourquoi pour vous c'est important de faire une histoire publique comme ça de ces crimes? Et pourquoi c'est important pour vous de faire aussi l'histoire sociale de ces crimes? Alors, on va mettre les choses au clair. Parce que là, je suis en dissonance avec beaucoup de gens. Peut-être que vous entendrez ici, si vous y restez. Je regardais un peu le programme, je vois bien je ne serais pas d'accord avec plein de gens. Le journalisme, pour s'excuser de rentrer dans ces histoires un peu glauques, qu'elle ne traitait pas avant l'an 2000, jusqu'à l'an 2000, jusqu'à ce que moi je commence fait entrer l'accusé, personne ne raconte de crime, personne ne raconte de faits divers, personne. La presse écrite, oui, mais la télévision, non, jamais. Il y a eu une petite émission à TF1 qui s'appelait Témoin numéro 1, mais qui était une émission où on appelait des gens à donner des informations pour faire avancer des enquêtes. Mais à part ça, raconter des affaires criminelles. Alors le journalisme disait, bon, on peut peut-être s'intéresser aux faits divers parce que ça dit quelque chose de la société. Donc c'était le paravent dans lequel les journalistes se cachaient en disant, ça parle de la société, en gros ça parle de politique, quoi, plus ou moins. Alors moi, je suis strictement opposé à ça. Je pense qu'une affaire criminelle ne raconte qu'un individu. Et qu'on ne peut en tirer aucune leçon politique. Et que donc, quand vous suivez, allez assister un jour à un procès d'assises, peut-être pas les 4 jours, mais allez vous asseoir, un jour, il y a une cour d'assises, ici, à Pau. Il y a des sessions d'assises, tout le temps. Au moins 2 fois par an, qui durent au moins 1 mois et demi. Allez, c'est ouvert au public, allez vous asseoir dans la salle, assister à un procès d'assises. Et vous verrez qu'au tout début d'un procès d'assises, on commence par évoquer la personnalité de l'auteur, du criminel. Enfin, de celui qui n'est pas encore jugé, mais qui est en train de l'être. On commence par évoquer sa personnalité, qui il est, d'où il vient, comment il s'est fabriqué. C'est comme ça qu'on découvre que Sophie Massala, en fait, elle est traumatisée par son enfance. Et
Je crois qu'il n'y a pas plus à chercher d'un fait divers. Alors les politiques cherchent toujours à exploiter les faits divers. Il y a des histoires de joggeuses qui se font tuer par un bonhomme, et c'est là qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy dit quoi, c'est un récidiviste, on va le condamner à la double peine. Donc il fait de la politique avec les faits divers. Mais en vérité, c'est juste une personne particulière, dans un état qui lui est personnel, et qui commet un crime. Il n'y a rien comme morale à tirer d'un acte individuel. Ça n'empêche pas qu'à côté, on puisse considérer qu'il y a des phénomènes. Les féminicides, c'est une expression de sociologie, mais certainement pas de justice et de droit. On ne juge pas un féminicide, on juge un homme qui a tué une femme. Un homme, fabriqué comme il est fabriqué. Et son passage à l'acte, tel qu'il a été. On ne juge pas de phénomène en justice. On juge que des individus. Voilà. Je sais que c'est dérangeant, mais le journalisme s'est souvent caché derrière ce parapluie sociétal pour traiter du fait divers en disant ça dit quelque chose de notre société. Je vais vous donner un deuxième exemple. Bon, je suis pas sûr que les plus jeunes vont accrocher à ça, mais actuellement, il y a plein de crimes qui sont commis par des islamistes. Il y a eu récemment, par exemple, un type qui a sorti un couteau, qui a crié à Allahu Akbar, qui a tué un monsieur qui passait dans la rue et qui a blessé un policier municipal. Vous l'avez peut-être entendu, cette histoire. Et on vient nous dire derrière, analyse politique de la situation, c'est un OQTF qu'on a tenté d'expulser 9 fois vers l'Algérie. L'Algérie n'en a pas voulu. C'est à cause de ça qu'il a tué ces gens-là. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dit, dès le premier jour, il s'agit d'un schizophrène. Il le dit d'entrée. Bravo Retailleau, sur ce plan-là. Mais les journalistes l'oublient complètement. Et donc, ils vont nous raconter que c'est de la politique, que ce sont des OQTF, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, et que c'est pour ça qu'ils commettent des crimes chez nous. Non, ce monsieur était schizophrène. C'était un malade psychiatrique. On peut être OQTF et schizophrène. Donc, de cette histoire, il n'y a pas de politique à tirer. De cette histoire, il n'y a que l'histoire d'un homme. Et se trouver migrant en France, porteur d'une maladie mentale comme la schizophrénie, qui est probablement la pire des maladies psychiatriques, eh ben, c'est pas simple. Et le juger ou le considérer au titre du fait qu'il ait crié à Allahu Akbar, c'est passé complètement à côté de la réalité de ce bonhomme. Je suis atypique là-dessus. Comment vous expliquez le succès de la Traconte, je transmets. On va être... D'abord, moi je parle de crime en connaissant la matière. On va parler de livres, on va parler... Enfin, moi je les connais. Les types qui font des podcasts et des vidéos YouTube, ils connaissent pas grand-chose à la base. Ils sont au tout début de l'apprentissage. Donc j'ai quand même une longueur d'avance pour ça. Et puis, comment dire, j'ai les moyens. C'est-à-dire que le fait de travailler pour une radio, ça veut dire que vous avez un budget, vous avez du personnel. Nous sommes 7 à travailler sur On de la Traconte. Après, je pense que je sais écrire, et eux, pas tout à fait. Que je sais utiliser ma voix, et eux, pas encore. Et donc, ça me donne une petite longueur d'avance, une grosse longueur d'avance. Je voudrais vous bien situer les choses dans le podcast. Aujourd'hui, le premier podcast de Natif, comme on dit, c'est Hugo Travers. Vous connaissez Hugo Travers? Il fait un peu plus d'1 million de podcasts par mois. Moi, j'en fais 10. Voilà. Mais parce que j'ai les moyens de la radio derrière. Hein. Voilà. Et je rediffuse beaucoup de choses. J'écris pas 5 histoires par semaine. C'est invivable. Je l'ai fait au début, mais là, c'est plus possible. Donc, au revoir. C'est une... Et voilà, c'est pour ça qu'il s'était mis au fond, parce qu'il voulait partir. On arrive sur la fin. On arrive au bout. C'est pour ça. Peut-être une dernière question. Peut-être une dernière question ou... Ouais, vas-y. Vous l'avez oublié, il dormait, mais je croyais que tu dormais, mais tu voulais poser une question. Vas-y. Vas-y. Elle me parle fort. Est-ce que le crime parfait existe? De moins en moins. L'ADN a complètement changé
Alors l'ADN, c'est un truc qui apparaît dans les années 90. Au début, par exemple, quand on trouve un cheveu sur une scène de crime, il faut qu'on ait le bulbe du cheveu avec. En gros, c'est quand vous arrachez le cheveu. Il y a le bulbe, le petit, qui est au bout du cheveu. Si à l'époque, dans les années 90, un cheveu, vous coupiez un cheveu, on ne pouvait pas en extraire de l'ADN. Tout ça a fait des progrès phénoménaux. Et donc aujourd'hui, on est capable quasiment d'extraire de l'ADN à tous les coups sur une scène de crime. Donc c'est compliqué de commettre le crime parfait. La téléphonie, mais vous le savez déjà, votre téléphone portable est un piège terrible. Tout le monde sait où vous êtes, quand vous êtes, avec qui vous êtes, à quelle heure vous êtes où. Et donc le portable piège tout le monde. Et les gens pensent qu'en éteignant le portable, ils se mettent à l'abri. Pas du tout. Un portable éteint vous trace quand même. Et voilà, la police scientifique a rendu le crime parfait quasi impossible. Et puis le sang. Je vous ai parlé tout à l'heure du Blue Star. Bon, c'est pas un produit contemporain. Ça fait un moment que ça existe. Mais je veux dire, s'il y a une tache de sang chez vous parce que vous avez tué quelqu'un, on la trouvera toujours, toujours, toujours. Alors qu'autrefois, non. Voilà. Non, le crime parfait, ça existe. Hein. Il y a plein de crimes qui sont impunis. Hein. Mais bon, de moins en moins. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Ondelat, pour cette heure d'échange. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à vous.